Bonjour, alors on va continuer un peu sur les vidéos précédentes et je vais vous parler de l'angoisse et encore à nouveau, mais aussi des frontières. Vous voyez que les thèmes se suivent. L'angoisse, traditionnellement, on la définit comme une peur sans objet. C'est-à-dire on a les signes de la peur, on a le ventre noué, la respiration plus courte, enfin bref, on a les signes de la peur, on sent qu'on a peur, et pourtant on ne sait pas de quoi on a peur. La peur est sans objet conscient. C'est-à-dire qu'ensuite on va essayer de se trouver des bonnes raisons pour dire mais pourquoi je suis angoissé, mais en réalité il y a quelque chose qui nous échappe, quoi. Comment ça se fait que j'ai des angoisses ou que je suis angoissé maintenant, là, alors que je ne sais pas exactement ce qui se passe pour moi. Le problème de définir la peur, l'angoisse comme une peur sans objet, c'est que du coup c'est tentant pour les soignants, pour les médecins, pour tous ceux qui s'occupent des gens en difficulté, de dire puisqu'elle est sans objet, ben supprimons-la. Essayons de prendre des anxiolytiques ou des choses comme ça. Ce qui, vous l'aurez compris avec les vidéos précédentes, est une erreur puisque c'est supprimer le signal d'alarme, supprimer quelque chose qui dit il y a un danger aux frontières. Donc évidemment, quand le signal d'alarme est trop fort, il est bon de le baisser un peu. Et là, on peut envisager éventuellement quelques stratégies pour diminuer cette angoisse. Mais en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe en moi? Et plus spécialement, alors là, pour le coup, il y a un objet quand même, sauf que c'est un objet non conscient. Il y a un objet qui est une de mes frontières est menacée. Menacée par quelque chose qui veut pénétrer alors que je ne suis pas d'accord, ou qui veut faire exploser quelque chose. Donc la tentation de supprimer n'est pas une bonne chose, et en fait il y a un risque lié à l'angoisse qui est celui de la fracture des frontières, d'une frontière. Mais du coup il y a deux questions qui se posent. Pourquoi est-ce qu'on a tous connu ça? On a tous connu, tout le monde a connu des périodes d'angoisse, des moments d'angoisse. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais on est mal et angoissé. Si c'est quasi universel au point de vue de l'être humain, ben, comment ça se fait, hein? Et on peut déjà commencer à imaginer une des réponses, qui est qu'en réalité, on n'est jamais très sûr de nos frontières identitaires, et vous allez voir pourquoi. Donc première question, pourquoi on a tous connu ça et pourquoi on est tous capables de le connaître? Ben, probablement à cause de frontières identitaires pas très sûres. Et deuxième question, alors pourquoi il y a cette nécessité de frontières si c'est dangereux quand elles sont attaquées? Eh bien, il faut des frontières, comme je vous l'ai expliqué, qui soient suffisamment imperméables pour qu'on soit en sécurité et qui pourtant ne le soient pas trop, sinon c'est une véritable prison. Alors, on va y revenir un peu plus en détail. Donc, pourquoi ces frontières? Deuxième question. Eh bien, parce que c'est comme ça que se structure notre identité. Alors là, on va tomber tout de suite sur une question qui est spécifiquement notre humanité. En effet, on n'est pas comme les autres animaux, mammifères ou autres. Un animal, un petit poulain, mettons qui naît, au bout de très peu de temps, il se met sur ses pattes, il commence à marcher, il commence à suivre sa mère, il est capable de se protéger d'un danger, enfin bref, en très peu de temps, en quelques heures, tout se met en place. Et il a tout un tas de programmes préétablis qu'il suffit de suivre pour commencer rapidement à se débrouiller. Le bébé humain n'est absolument pas comme ça. Le bébé humain, il naît non fini. Il naît avec très peu de programmes pré-programmés, de câblage déjà installé, câblage instinctuel. Il naît avec très peu de choses. Il a quelques réflexes. Le réflexe de s'agripper, grasping réflexe, le réflexe de sucer le sein, de le chercher, mais il a très peu de réflexes. Il est non fini. Alors, il y a une théorie qui me paraît très juste, qui est la suivante, c'est que, en fait, nos ancêtres, quand ils ont commencé à se mettre debout, les bipèdes, les premiers bipèdes,
il y a eu un parallèle entre deux aspects, entre deux moments qui ont été cruciaux. C'est le fait d'instaurer la bipédie et du coup une diminution du bassin et parallèlement le fait qu'à ce moment-là il y avait une augmentation du volume du cerveau et donc une augmentation du volume de la tête. Ce qui fait qu'avec un bassin plus étroit et une tête plus grosse, il y avait vraiment des dangers au point de vue naissance. Et la solution d'adaptation qui a été installée par la nature, c'est de faire naître le bébé humain avec sa grosse tête en train de pousser et dans un ventre maternel relativement plus étroit, de le faire naître d'une façon prématurée. On pourrait dire que le bébé humain est un bébé prématuré. Et alors du coup, comme il lui manque pratiquement toutes les réflexes, tous les instincts, tous les câblages automatiques qu'on trouve chez les animaux qui se débrouillent très vite tout seuls, lui-même, il est totalement dépendant. Le bébé humain est totalement dépendant, il est non fini et il n'existe pas seul. Un célèbre pédiatre psychanalyste qui s'appelait Winnicott et qui disait la phrase suivante: un bébé tout seul, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que ça meurt, un bébé tout seul. Un bébé tout seul, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la dyade mère, enfant ou environnement maternant et bébé, quoi. Mais lui tout seul, il ne pourrait pas. Et alors du coup, qu'est-ce qui s'ensuit? Il s'ensuit comme conséquence que pour l'être humain, il y a de très longues années d'apprentissage, puisque tout doit être appris, ou presque tout, enfin pas tout, mais presque tout. Il y a de très longues années d'apprentissage, et du coup, il y a de très longues années de dépendance. Pendant des années et des années et des années, le bébé, puis ensuite le petit garçon ou petite fille, et puis ensuite un peu plus grand encore, va devoir être dépendant, apprendre, être le petit qui ne sait pas encore, et découvrir une foule de choses au fur et à mesure. Quelles sont les deux conséquences de ça, de cette très longue dépendance et de ce très long apprentissage pour pouvoir arriver à structurer à peu près sa personnalité et à se débrouiller dans la vie? Eh bien, il y a deux conséquences. La première, c'est une richesse fabuleuse, puisque comme tout doit être appris, excusez-moi, comme tout doit être appris, eh bien du coup, il y a une faculté d'apprendre permanente. Il n'y a pas trop, ou très peu finalement, de câblage rigide qui conduisent au fait qu'on ait un comportement qui soit stéréotypé. Autant on le voit chez les animaux, autant on ne le voit pas chez les êtres humains. Ce qui est le câblage qui va s'installer, c'est celui qui est lié à la culture, à l'environnement, à la manière dont la famille s'en occupe, etc. Vous prenez le comportement d'un chat en Europe, vous allez voir le même chat, un autre chat à l'autre bout du monde, il va avoir les mêmes comportements. La même façon de chasser, la même façon de se comporter, etc. C'est vraiment comme si c'était une sorte de système extrêmement installé qu'on peut retrouver partout. Un être humain, vous prenez un être humain d'un côté, vous en prenez un autre à l'autre bout du monde, vous allez avoir des comportements extrêmement différents, suivant la culture, suivant la famille, suivant l'âge, etc. Donc, première conséquence de cette très longue dépendance et de cette nécessité de tout apprendre, une richesse de faculté d'apprendre éternellement. Et donc, du coup, de pouvoir apprendre, retransmettre, et ainsi de suite. Mais ça se paye. Ça se paye parce que cette très longue enfance va laisser en nous des inscriptions profondes. Et en particulier, le fait qu'à l'intérieur de nous, même une fois adulte, il y a une partie enfant qui reste extrêmement présente. L'enfant dans l'adulte est encore présent, même si on ne s'en rend pas compte. Et il y a beaucoup de nos choix, beaucoup de nos comportements, beaucoup de nos attitudes relationnelles
qui pourrait être considérée comme infantile. C'est-à-dire un peu comme si l'enfant continuait à avoir ses visions, ses désirs, cette façon de faire, mais rationalisé par l'adulte. Donc il y a un premier point qui est que chez nous, l'enfant intérieur reste extrêmement marqué, vu le nombre d'années où il a été comme ça, où il a été présent. Et la deuxième conséquence, c'est que pendant très très longtemps, mettons si vous avez 20 ans ou 25 ans, on pourrait dire que la moitié de votre vie, vous avez été un petit qui ne savait pas, qui était moins fort que l'environnement. Vous étiez en position de faiblesse par rapport aux adultes, par rapport à la puissance environnante. Il en est resté une deuxième trace fondamentale qui existe chez nous tous, c'est ce qu'on appelle la position moins plus. Moins. Moi, je ne suis pas aussi capable que. Je ne suis entouré de gens qui savent faire, mais moi je ne sais pas faire. Les autres, les plus, ils savent faire et moi pas. Il y a une sorte de tendance spontanée qui ensuite va être régulée par tout un tas d'autres façons de faire, mais il y a une tendance spontanée qui nous habite qui est moi je suis petit, moi je ne sais pas faire, les autres ils savent faire, les autres ils réussissent des trucs que moi je ne sais pas réussir. Ben, c'est ce qu'on a vécu pendant des années et des années. Et donc ça reste comme une sorte d'inscription. Alors entre l'enfant dans l'adulte et cette position moins plus, je ne suis pas aussi équipé que les autres qui savent tous faire des choses plus grandes que moi, eh bien ça va marquer des choses importantes dans le comportement et dans le style et dans la personnalité de l'adulte qu'on est et qu'on est devenu. L'adulte est un ancien enfant, quoi. Alors, comment ça va se goupiller? Comment est-ce que ce petit bébé qui naît absolument démuni de presque tout et qui est extrêmement dépendant et qui ne peut survivre que par la dyade avec un environnement maternant qu'on appellera la mère d'une façon plus générale, comment est-ce que ça va devenir un adulte? Comment ça va se structurer? Eh bien, avec la création de frontières progressives. Alors, au départ, il n'y a pas de frontières quasiment, c'est-à-dire que le bébé est traversé par des vécus incompréhensibles, des sensations violentes. Quand il mange, c'est très puissant. Quand il a des coliques, c'est comme s'il était traversé par des douleurs. Quand il est repu, c'est une sorte de plénitude extatique. Il a des sensations et des émotions qui sont extrêmement violents parce qu'il est démuni de capacité de les contenir et de leur donner du sens. Il n'a pas de langage, il n'a pas de contenant psychique au sens propre du terme, et donc tout le traverse. Et c'est pas pour rien qu'il crie tant, qu'il pleure tant, etc. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien du bonheur que du malheur, ça peut être des choses extrêmement violentes. Donc l'enfer et le paradis sont le vécu primaire du bébé, c'est-à-dire quelque chose qui est impossible à contenir et qui le traverse malgré lui, mais qui peut être aussi bien merveilleux que terrifiant. Alors comment ça va se passer? Eh bien, heureusement, comme il n'est pas seul et que sa mère s'en occupe, quand je dis sa mère, encore une fois, je dis l'environnement maternant, mais c'est quand même généralement la mère, surtout pour le tout petit bébé. Heureusement, la mère, elle va transmettre à son enfant les éléments lui permettant de contenir progressivement ce qui se passe en lui. Je vais vous donner un exemple. Elle lui donne le bain, par exemple. Elle le tient dans les mains, elle va lui donner le bain, elle commence à le mettre un peu dans l'eau, et le bébé, il a un peu peur, il ne sait pas ce qui se passe, il a peur, il manifeste comme ça, il se recule, ou bien il commence à crier, etc. Que fait la mère? La mère, elle lui parle, bien sûr il ne comprend pas le langage, mais malgré tout, elle lui parle, et elle lui dit « T'inquiète pas mon petit chéri, je te tiens bien, tu vas pas te noyer, n'aie pas peur, c'est au contraire un bon moment, etc. » C'est-à-dire que quand elle dit ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la chose suivante. Elle récolte intuitivement les vécus de son bébé, il a peur, l'eau
trop chaude ou trop froide, il ne se sent pas bien, etc. Donc intuitivement et par empathie, on va voir ensemble, elle sent ce qui se passe pour lui, elle le formalise à l'intérieur d'elle, il a peur, il croit peut-être que je vais le lâcher, etc. Elle lui donne une forme à l'intérieur d'elle-même, et elle va redonner à l'enfant, à travers son langage, à travers sa façon de le tenir, à travers sa façon de parler, à travers le ton de sa voix, quelque chose qui lui dit, en gros, voilà ce qui se passe pour toi, ça a cette forme-là, tu as peur, mais moi, je suis là pour te contenir. Autrement dit, elle est en train de lui donner quelque chose qui plus tard sera son contenant psychique, c'est-à-dire quelque chose qui donne du sens et qui formalise le vécu au lieu que celui-ci soit terrifiant et incompréhensible. Pourquoi elle réussit à faire ça? Alors Winnicott parle de la maladie maternelle. Maladie, il faut comprendre. Maladie maternelle, c'est-à-dire ils sont fusionnés, quoi. Quand on est totalement fusionné, deux corps en un seul psychisme, c'est pas normal d'une certaine manière, c'est une maladie entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un peu comme si c'était une psychose où on ne sait plus qui est qui et si je suis, si l'autre est moi, si moi est l'autre. Mais c'est une saine maladie, c'est-à-dire que c'est cette espèce de vécu très intense où les deux psychismes sont mélangés alors qu'il y a deux corps différents, eh bien, permet à la mère de percevoir ce qui se passe pour son bébé, de lui donner le sens de ce qui se passe, pas forcément verbalement, mais quand même il y a quelque chose qui se passe au niveau de la compréhension de la chose, et progressivement l'enfant va intérioriser le contenant psychique de la mère. Ça va durer assez longtemps, hein, mais évidemment il va falloir répéter cette expérience je ne sais combien de fois, mais quelque part c'est un peu comme si elle lui prêtait son contenant psychique et comme si lui, progressivement, apprenait à contenir ce qui se passe en lui, à le détoxiquer, au lieu que ce soit des sensations terrifiantes, incompréhensibles, c'est des sensations qui commencent à avoir du sens et qui commencent à être contenues. C'est un élément fondamental. Parce que le contenant psychique, c'est justement ce qui va nous permettre plus tard d'avoir une capacité, d'avoir une espèce de sas intérieur dans lequel on va traiter nos émotions, nos sensations, nos fantasmes, etc., comme un lieu contenant et capable de traiter les choses, voyez. Si on n'a pas ce contenant psychique, si on ne l'avait pas, eh bien, on ne saurait pas faire la différence entre soi et l'autre, entre ce qui nous arrive et ce qui nous arrive pas, etc. Il y a une première nécessité, c'est-à-dire de pouvoir réussir à repérer ce qui est moi et ce qui est l'autre, et à l'intérieur de ce qui est moi, à pouvoir le gérer. C'est-à-dire, voilà, c'est mon émotion, etc. Plus tard, on pourra représenter ça comme une sorte de moi-peau. C'est-à-dire, de même que notre peau contient nos organes, et que si jamais notre peau est crevée, par exemple par un coup de couteau ou par un coup de pistolet ou autre, eh bien il faut d'urgence refermer la frontière que représente notre peau, sinon on risque de mourir. Eh bien de même au niveau psychique, on a une sorte de moi-peau qui contient ce qui se passe dans notre psychisme et qui a besoin d'être suffisamment fiable, comme la peau doit l'être. La peau, elle est à la fois une barrière qui fait la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, mais elle est en même temps un peu poreuse. Il y a les pores et tout ça. Et le contenant psychique, c'est la même chose. Alors c'est un rôle capital, parce que plus tard, ça va permettre une sorte de bon parent interne, comme la mère était un bon parent pour le bébé, qui donnera une stabilité face aux émotions violentes ou aux sensations violentes, et qu'on pourrait appeler un par-excitation, évitant les vécus traumatiques. Bon, tout ça, on y reviendra largement en détail. Donc chez l'adulte, le rôle capital du contenant psychique, et l'importance aussi, quand on est trop fracturé, quand on est trop en difficulté, d'avoir un autre contenant qui nous contient, qui nous aide. D'où le rôle du thérapeute quand on est particulièrement mal.
Parce qu'il fait un peu comme la mère faisait avec le bébé, c'est-à-dire il va aider à donner du sens sur ce qui se passe en nous, à le contenir, à le regarder à une certaine distance et à pouvoir le métaboliser. Donc, l'importance du contenant psychique et l'importance d'avoir un autre contenant quand on est trop fracturé. Tout ça, ça va nous permettre d'installer à l'intérieur de nous-mêmes une imago maternelle bonne. C'est pas forcément exactement la mère qu'on a eue, c'est une représentation d'une image maternelle, ou parentale plus généralement, parce que c'est aussi une imago paternelle. C'est-à-dire, il y a comme une sorte de parent interne qui est capable de nous redonner la capacité à nous récupérer, comme la mère le faisait avec le bébé. Alors, par exemple, moi ça me fait penser à un mythe grec, le mythe d'Anté. Anté, c'était un géant, et très querelleur d'ailleurs, qui était le fils de Gaïa. Gaïa, la terre-mère, et d'un père dont on n'est pas très sûr. Bref, ce type qui avait des pouvoirs extraordinaires, quand il commençait à faiblir dans la bagarre avec quelqu'un, il suffisait qu'il touche la terre-mère, Gaïa, pour reprendre instantanément des forces et des capacités. Eh bien, c'est un peu un mythe qui parle de notre propre nécessité d'avoir une imago parentale bonne à l'intérieur de nous, stable, et sur laquelle on va s'appuyer quand on est trop en difficulté pour se récupérer et retrouver nos capacités. Et quelque part, ça va se rejouer aussi dans la relation thérapeutique avec le thérapeute. Donc, voilà, c'est un peu compliqué, là ça commence à être un petit peu plus compliqué de vous expliquer le développement, mais je vais le faire le mieux possible, c'est-à-dire qu'il va y avoir des frontières diverses qui vont stabiliser notre identité. La première, évidemment, c'est entre le dedans et le dehors. Hein, qui est moi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et comment je peux le traiter, et d'autres frontières dont on parlera les prochaines fois. Et une fois qu'on aura bien compris ça et qu'on aura compris comment cette imago parentale bonne est une espèce de stabilité et donne une espèce de stabilité exactement comme on l'a vécu dans les tout premiers temps de notre psychisme, une fois qu'on a bien compris ça, on est capable avec ça de retrouver notre propre force et notre propre sécurité quand c'est nécessaire. Ceci dit, ça ne va pas être toujours très facile parce qu'il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que la peur est quelque chose d'inné en nous. C'est marqué, c'est nécessaire d'une certaine manière. En tant qu'animal, on a besoin d'avoir peur pour repérer quand est-ce que c'est dangereux. Et la peur est une des émotions les plus fondamentales qui existent en nous, avec d'autres émotions. Donc il va falloir aussi apprendre à gérer cette peur et à faire la différence entre la peur signal qui est utile, parce que là elle me dit attention, il y a quelque chose qu'il va falloir éviter ou qu'il va falloir combattre, et puis la peur sans objet, qui en réalité est la peur d'un objet précis qui est l'attaque d'une de nos frontières, et on a toujours intérêt à repérer quelle est l'attaque en question pour pouvoir la traiter, que d'essayer de l'oublier et de la masquer en faisant disparaître l'angoisse. Finalement, quand on a peur de quelque chose qu'on a identifié, on a souvent plus d'énergie pour y faire face que quand on a peur sans vraiment savoir, quoi. Et donc là, on retombe sur le début de ma vidéo, c'est que cette angoisse sans objet, eh bien, comme une peur sans objet, eh bien, ça va être intéressant et nécessaire de découvrir quel est l'objet de cette peur qui, soi-disant, était sans objet. Voilà, bon, tout ça va être développé progressivement au fur et à mesure des vidéos, de façon à ce que vous compreniez bien tous les éléments qui nous structurent. Voilà, j'espère que c'était suffisamment compréhensible, et puis, à la prochaine fois, à la prochaine vidéo. Au revoir.